Bonjour. J'espère que vous avez bien profité de votre première matinée de DevFest, que vous avez assisté à des confs intéressantes et que vous avez apprécié le buffet. Pour cet après-midi, nous allons commencer avec un talk sur la start-up. On a tous déjà été contactés par des startups qui nous proposent de travailler sur des projets révolutionnaires avec des technos très modernes, mais qu'en est-il réellement ? Qu'est-ce qui se passe sous le capot d'une start-up ? Eh bien, on part en immersion avec Ludovic pour voir ça tout de suite. De start-up à entreprise rentable, quel chemin pour la tech ? Merci d'accueillir Ludovic Bory. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs du DevFest Nantes de me donner l'opportunité de raconter cette histoire de la startup dans laquelle je travaille et de l'équipe de tech qui travaille dans cette startup. Donc ça va ressembler un petit peu à un film avec une histoire qui commence bien et puis des dramas et comment on réagit au drama et comment on essaye de bien terminer tout ça. Pendant cette conférence, je vais essayer de donner du sens à plein de mots que vous croisez tout le temps un petit peu sur LinkedIn. Quand on est développeur, on aime bien se moquer de tous ces mots, un petit peu marketing, un petit peu bullshit. Donc n'hésitez pas à crier bingo pour faire un petit bingo LinkedIn quand vous entendrez des mots ridicules. Mais je vais essayer quand même de vous en parler pour que vous, tech, vous les appropriez un petit peu. Et on va aussi parler d'argent, parce que nous, ça nous met tous un petit peu mal à l'aise de parler d'argent. Et pourtant, c'est un sujet hyper important. On va essayer aussi de pourquoi est-ce que ça nous met mal à l'aise et pourquoi c'est important d'en parler. En tout cas, nous, ça nous a sauvé la vie de le faire. Alors, un peu de contexte. J'ai 38 ans, j'ai un parcours, je suis le stéréotype du développeur classique. J'ai travaillé 10 ans en société de services, j'ai fait de la grande distribution, de l'industrie du bancaire un peu partout en France. Et puis, au bout de 10 ans, je m'ennuyais profondément. Je ne comprenais pas trop la taille des projets. Je ne savais pas pourquoi on faisait de la tech pour la tech. Et puis, on faisait des réunions. On disait « Ah, c'est super, on va mettre ça en place et on va passer de telle techno à telle techno. » Mais on ne savait pas trop pourquoi on le faisait, juste que c'était plus cool. Et au bout d'un moment, je me suis dit « Est-ce que je suis vraiment utile là où je suis ?» et on dépensait énormément d'énergie sur des sujets que je trouvais parfois futiles. J'étais un peu fatigué de tout ça. Et donc j'avais une certaine lassitude. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti cette petite lassitude le matin en allant bosser. On l'a tous à un moment dans notre carrière. Moi, c'est arrivé après 10 ans. Et à ce moment-là, en fait, j'ai rencontré deux personnes, un peu par hasard, et ils m'ont expliqué très vite un projet. L'un des deux était agriculteur, il m'a expliqué son problème, et il m'a dit on cherche quelqu'un de technique pour nous aider à résoudre ce problème. Et tout de suite, comme le problème était clair, que les solutions qu'ils avaient envisagées me paraissaient pertinentes, c'était un domaine qui me plaisait, j'avais l'impression que je serais utile à les aider, je serais le premier employé de la start-up. Puis à cette époque-là, mon épouse était enceinte, donc je me suis dit quoi de mieux qu'un job bien payé avec plein de RTT pour quitter pour aller dans le monde de la start-up où je ne sais pas ce que je ferais dans 6 mois. Je me suis lancé. Puis en plus, ils m'ont dit mais par contre, on te prévient parce qu'on va développer le truc et on ne sait pas trop ce que tu vas faire dans 6 mois. Dans 6 mois, le produit sera terminé, on va le vendre, on va gagner de l'argent et voilà. J'ai dit, vous inquiétez pas, je suis développeur, j'adore m'inventer du travail. Et donc, ils m'ont parlé de start-up. Mais alors, quelle image je me faisais d'une start-up à l'époque ? Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Midjourney, donc que vous connaissez, qui permet de générer des images, et je lui ai dit, décris-moi une start-up. Et une start-up, il m'a fait 4 propositions, mais qui sont un petit peu sur les mêmes thématiques. Donc déjà, une start-up, on voit des gens qui réfléchissent, des hommes, des femmes. Il y a une ampoule, donc ils doivent avoir des idées, et puis il y a une fusée sur 3 d'entre elles. Alors pourquoi il y a une fusée pour la start-up ? Parce qu'une start-up, forcément, ça décolle. Il y a cette notion de on se retrouve dans l'espace d'un coup. Puis depuis, j'ai appris en fait qu'une start-up, c'est avant tout une jeune entreprise. C'est un concept un peu flou. On ne peut pas dire je suis une start-up, je suis une entreprise, je suis une PME, je suis une scale-up. Il y a plein de termes. Je suis une grosse entreprise. Est-ce qu'une grosse entreprise peut être une start-up ? Peut-être. C'est un peu flou, mais il y a quand même quelques caractéristiques. Donc, normalement, la jeunesse. Ensuite, normalement, une start-up, il y a cette notion d'innovation et une technologie disruptive. On arrive sur un marché où on a quelque chose qu'on fait de différent par rapport à la concurrence.
Pour démarrer la startup, souvent, il y a un modèle de financement qui est assez particulier. On arrive et on a envie de commencer assez fort. Donc, on va essayer de trouver de l'argent. Alors, il y a plein de moyens de trouver de l'argent pour commencer son entreprise. Si on essaye de commencer une entreprise un petit peu plus traditionnelle, on va aller voir une banque et on va demander un prêt bancaire. Bon, comme la startup, ça essaye souvent de créer un produit qui n'existe pas, la banque, elle va dire trop risqué, j'ai pas envie. Donc on va trouver de l'argent ailleurs. Soit on fait en fonds propres, parce qu'on a les poches pleines, ça s'appelle du bootstrapping. Soit on demande à ses amis ou à sa famille, ça arrive assez souvent. Soit on trouve des subventions publiques, des subventions privées, soit on fait des concours. Des trucs bêtes, hein, mais il y a une émission sur M6 qui s'appelle Qui veut être mon associé. C'est une façon d'aller chercher de l'argent pour lancer sa boîte. On peut faire un crowdfunding, vous le savez. Et puis on va faire appel à des business angels, qui sont soit donc des personnes individuelles qui ont de l'argent, qui ont envie d'investir dans des nouvelles entreprises, ou alors ce qu'on appelle des VC, ce sont un capital risque. Capital risque, c'est une entreprise qui va chercher de l'argent et qui l'investit dans des startups pour essayer de faire fructifier cet argent. Et une autre caractéristique de la startup, c'est qu'il y a une notion de risque. Ça, c'est vraiment très très important. Comme on tente un nouveau produit, qu'on va sur un marché qui n'est normalement pas exploré, il y a moyen que ça foire, quoi. Et il faut en avoir conscience dès le début. De base, hors startup, il faut savoir que l'INSEE dit que si vous créez une entreprise, il y a une chance sur deux que dans 5 ans, elle n'existe plus. Il n'y a pas de, comme je vous ai dit, la startup, ce n'est pas un statut officiel, donc il n'y a pas de statistiques précises là-dessus. On peut se douter que cette stat de 1 sur 2 est encore plus importante pour la startup parce qu'il y a la notion de risque, etc. Une autre caractéristique, c'est qu'il y a de la croissance. Alors ça, c'est aussi un point important. Pour être qualifié de startup, normalement, on doit avoir une croissance hyper importante. C'est quoi la croissance? C'est le fait d'avoir un client, puis deux, et là, il ne faut pas faire 3, 4, 5, il faut faire 2, 4, 8, 16, 32, et puis ça explose. On décolle, toujours. La petite fusée, elle est là, elle est dans la croissance. Et quand on s'imagine start-up, on ne peut pas s'empêcher de penser au succès. Alors, le succès, il y a l'image de la licorne. On ne sait pas trop ce que c'est, la licorne. C'est sûrement que quand on arrive avec sa fusée quelque part, on arrive au pays des licornes. C'est sûrement... j'y suis pas allé. Alors, c'est quoi pour vous le succès? Moi, quand j'ai commencé il y a 6 ans, les fondateurs ils me parlaient de potentiel, de marché immense, de succès, de où on en serait dans 5 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte après coup qu'on n'avait pas la même définition du succès. Moi, j'avais le niveau 0 en entrepreneuriat. Donc, le succès, pour moi, c'était un bon gros compte en banque qui grossit et on est tous contents, on a les moyens de se payer, tout va bien. Le succès, c'est très simple, ta boîte, elle survit et tu as de l'argent. Alors que pour les fondateurs, en fait, le succès, c'est la croissance et c'est le côté fusée pour les fondateurs. C'est juste ça qui les intéresse. Ils peuvent être endettés jusqu'au cou, avoir demandé de l'argent à plein de gens. Du moment qu'il y a la croissance, eux, ils se disent on va quelque part et c'est cool. Et on s'en fout parce que les dettes, elles seront remboursées par quelqu'un quand notre fusée, elle aura atterri quelque part. Je prends des raccourcis, hein, mais c'est l'idée. Alors, en fait, un chemin un peu plus réaliste, avec les préoccupations du fondateur et du bon père de famille, on aura plutôt cette courbe. C'est-à-dire qu'on a trouvé de l'argent pour démarrer la boîte, puis cet argent, on l'investit. Et cet investissement, parce qu'en fait, quand on commence, on part de rien, on n'a pas de produit, donc il faut le développer, personne ne nous connaît, il faut payer du marketing. Et tout cet argent, c'est de l'argent qu'on va dépenser en permanence pour espérer attirer les premiers clients et avoir la première croissance. Et quand tout va bien, et si ça marche, nos investissements sont bons, hop, la croissance arrive. La vitesse à laquelle le compte en banque baisse, ça porte un nom, c'est le cash burn. Donc ça aussi, c'est bingo, hop. C'est la différence entre l'argent qui rentre et les dépenses. Au début, l'argent qui rentre, c'est à peu proche de 0, et les dépenses, c'est énorme, donc le cash burn, il est énorme. Donc on dit cash burn, burn rate, ou érosion des capitaux. Si tout va bien, on atteint donc la gloire. Vos investissements ont porté leurs fruits, la croissance est au rendez-vous, et hop, succès, avec toujours plus de croissance sans avoir besoin de réinvestir. Mais en fait, évidemment que c'est bien plus subtil que ça.
Pourquoi? Parce que à partir du moment où on a un petit peu d'argent sur le compte en banque, ce qui se passe, c'est que tout le monde, l'humain est tel qu'on en veut toujours plus. Et on a envie d'aller encore plus haut et de chercher encore plus de croissance et de réinvestir tout cet argent. Donc ça ressemble plus à ça. L'argent, ça part vite. Alors, dans le monde merveilleux des startups et des scale-up, c'est quoi une scale-up? C'est une startup qui est dans une phase d'hyper-croissance. Au début, on est une startup parce qu'on est tout petit. Et une scale-up, c'est que vraiment, on commence à avoir pas mal de clients et qu'on a de plus en plus. On devient une scale-up. On embauche des développeurs par paquet de 100, on met des organisations incroyables avec des squads, des tribus, des baby-foot, et on change le monde. Donc dans le monde des startups, j'ai dit que ce qui avait de l'importance, c'était la croissance. Donc on va aller chercher de la croissance, quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, vous connaissez peut-être le terme aussi. C'est toujours Startup Nation, tout ça. On est toujours vraiment dans ce contexte-là. Quand on n'a plus d'argent, à un moment, eh ben, on doit retrouver des investisseurs. Le premier paquet d'argent, il doit prouver qu'on est capable d'aller chercher quelques clients. Et puis quand on n'a plus d'argent, on va voir des gens, on leur dit, regardez, si vous me donnez de l'argent, eh ben, je serai capable d'aller chercher encore plus de clients. Et c'est ce qui se passe. C'est le modèle. À chaque fois, on va avoir donc l'amorçage, c'est ce que je vous ai dit pour lancer la boîte. Et puis, le premier coup où j'ai réussi à trouver quelques clients, je vais aller voir des investisseurs qui vont faire une levée de type seed, qui vont m'aider vraiment à me lancer un petit peu plus. Et puis après, série A, série B, série C, où ce sont des levées de fonds à plusieurs centaines de millions. Et si l'entreprise est valorisée à plus d'1 milliard, c'est ce qu'on appelle une licorne. En 2021 et 2022, ce sont 25 milliards qui ont été investis, donc c'est de l'argent d'investisseurs qui ont été investis directement dans les entreprises tech françaises. 25 milliards d'euros. Mais, parce qu'il y a un mais, quand on fait une levée de fonds, on n'est jamais certain de pouvoir relever de l'argent. Et ça va être tout le sujet de mon talk. On arrive en zone de danger, on crame de l'argent, on se dit, bon, quand j'en aurai plus, j'aurai quand même réussi à prouver que j'ai réussi à avoir pas mal de clients et il y a des gens qui vont me renflouer mon compte en banque. Sauf qu'on rentre toujours dans une zone de danger. Une levée de fonds, retenez ça, c'est pas facile et c'est pas automatique. On investit pour aller chercher de la croissance, mais il y a plein d'obstacles. En fait, on va avoir des difficultés techniques. Je ne vais pas vous apprendre que nous, les techs, nous ne sommes pas les meilleurs pour savoir quand est-ce qu'on va finir un projet. Si jamais le chef vous dit bah, nous on a de l'argent pour 6 mois et que vous lui dites t'inquiète, ça sera en prod, ouais, on sait comment ça se passe. Il y a le commerce, les ventes, la viralité peut-être qui ne va pas suivre, peut-être que vous allez faire face à une pandémie mondiale, que du jour au lendemain vous n'aurez pas moyen d'envoyer vos commerciaux sur la route. Et puis une pénurie de composants électroniques. Moi je fais des objets connectés. Avoir accès aux composants électroniques, ce n'était pas automatique. Donc ça freine toute notre chaîne de prod et c'est des choses qu'on ne maîtrise juste pas. Et puis il faut savoir aussi que dans les investissements, les personnes qui investissent, elles aiment les produits avec une certaine hype. Ça sera plus facile de lever de l'argent aujourd'hui si vous faites de l'intelligence artificielle que si vous faites un produit à urgence sociale au hasard. Et ça, c'est un obstacle, en fait. Si à un moment, vous avez besoin de faire seed ou série A ou ce que vous voulez, pensez à ça parce que ce sont des gens qu'il faut aller draguer, en fait, et dire, mon produit, il a vraiment un intérêt pour vous. Et là, nous, ça a été notre cas. On arrivait à un point où on comptait sur une levée de fonds pour grandir et puis aller à l'international et continuer à se développer, parce que la boîte, elle marchait pas si mal que ça, mais par contre, on continuait à cramer de l'argent. Et la levée ne s'est pas faite. Et en fait, c'est une sentence qui tombe. On est dans un modèle de start-up, on brûle de l'argent, on investit de l'argent tous les mois. Pour toutes les raisons du monde, ce n'est pas le bon moment pour les investisseurs de nous soutenir et de nous aider. Ils ont d'autres priorités. Et en fait, à ce moment-là, le compte à rebours, il est lancé. On a un compte en banque et tous les mois, le compte en banque fond comme neige au soleil. Alors, il y a aussi un terme pour ça, nouveau grille bingo, c'est le runway, c'est le nombre de mois restants avant d'être cash out. Encore un autre mot. Donc ça veut dire que vous êtes dans une boîte et du jour au lendemain, potentiellement,
il n'y aura plus d'argent. Mais nous, en tant que dev, c'est un truc, on nous en parle franchement rarement. Et ces dernières années, il y a plein de boîtes qui ont embauché plein de développeurs qui étaient pourtant dans ce modèle-là. Et à aucun moment pendant l'entretien d'embauche, vous posez la question de dire, OK, la boîte, il lui reste, avec l'argent qu'il y a sur le compte en banque, là, pour vous, dans les prévisions, il vous reste combien de temps à vivre? Bah, je vous en prie, posez la question. Ça étonnera franchement le recruteur, mais en fait, il comprendra et il va vous dire, non, mais t'inquiète pas, on a déjà une levée qui est prévue. Ouais, OK, super. Voyons voir. Et puis, s'il vous dit 2 ans, 2 ans, c'est très loin. S'il vous dit 6 mois, dans 6 mois, on doit faire une levée, c'est sûr. Méfiez-vous. Alors, je voudrais qu'on discute maintenant de la meilleure façon de réagir, parce que nous, ça nous est arrivé, donc c'est notre histoire. Alors, collectivement, déjà, je pense qu'il faut que la situation elle soit partagée le plus vite possible, parce qu'à un moment donné, c'est sûr, on sait qu'on ne fera pas la levée. C'est de la responsabilité de la direction d'en parler, d'en parler à tous les membres de l'entreprise. Et en fait, on a tous un rôle à jouer là-dedans, parce que je pense qu'on est tous conscients que la transparence en entreprise, c'est souvent un long chemin de croix. Il y a toujours plein de gens qui freinent dans tous les sens. C'est pas inné et c'est tous les jours qu'on doit demander des comptes à la direction. L'idée derrière ça, c'est juste que plus tôt on en parle à toute l'équipe et plus tôt collectivement on va être capable de prendre les bonnes décisions pour pouvoir réagir. Si on freine des cas de fer pour en parler aux gens, ils vont continuer leur routine, ils vont continuer à faire la même chose que ce qu'ils faisaient avant. Il ne comprendra pas ce qui se passe et juste le mur va se rapprocher et ça sera trop tard. Donc en fait, il faut partager des chiffres. Compte en banque, cash burn, délai, soyez au clair, il ne faut pas se mentir. Très vite, il faudra partager un objectif clair dans toute l'entreprise. Une vision produit, des objectifs, des jalons. On va parler d'objectifs plus tard. Rappelez-vous pourquoi vous êtes tous là. À quoi sert l'entreprise? Quel est le rôle de chacun dans la réussite de l'entreprise? Et en fait, il faut aussi redéfinir le mot réussite pour que tout le monde soit d'accord. À vrai dire, c'est assez simple. Le mot réussite, c'est juste on va survivre. Et c'est pas grave en fait de le dire. Ça change notre façon de faire, ça change nos perspectives personnelles, mais ça nous permet une fois de plus de prendre les bonnes décisions en étant éclairés. Et par contre, sur toutes les autres définitions de la startup, donc il y a la réussite, qui était avant une croissance hyper forte, mais sur toutes les autres définitions de la startup, l'innovation, l'agilité, on doit garder ces ambitions intactes. Et il y a quand même des clés pour continuer à faire ça. Le plus important, c'est de se souvenir qu'on est tous dans le même bateau. C'est pas les ventes, c'est pas que l'équipe commerciale, c'est pas que la direction, c'est le problème de tous. Et en fait, il faut se mettre en face de la réalité. Si le produit qu'on est en train de développer, nous développeurs, n'est pas un produit qui est vendable, qui n'a aucune valeur auprès des gens, il faut vraiment s'en rendre compte. Et il faut s'approprier cette problématique. Mais très vite, il y a quelque chose qui va se passer dans l'équipe. Il va falloir parler d'argent entre nous. Alors là, c'est peut-être le sujet moi qui m'a le plus chamboulé. C'est ma première réunion d'équipe où on a parlé argent, quoi. Alors là, nous on se sentait tous mal à l'aise. Je voyais, on était en visio, tout le monde regardait ses pieds. Personne, il y en avait qui voulaient en parler, mais d'autres non. On s'interroge, on ne sait pas trop ce qu'on peut dire. Alors il y a quelques remarques sur l'argent. Si vous êtes une boîte de logiciels, de SaaS, déjà, dites-vous que ce qui coûte de l'argent à la boîte, c'est vous. C'est déjà hyper dur à entendre. La masse salariale constitue la plus grosse part de vos dépenses. Pourtant, pour être rentable, il faut dépenser le moins possible. Aïe, ça veut dire que c'est vous la charge de la boîte, quoi. Bon. Ou alors, il faut gagner le plus d'argent possible. Il faut arriver à gagner plus que ce qu'on dépense. Dans une petite entreprise, il y a aussi beaucoup d'écart salarial entre les personnes. N'oubliez pas ça. Il y a les customer success, l'équipe commerciale, l'équipe support, les assistants de direction. Peut-être qu'il y a de la manutention, peut-être qu'il y a plein de rôles différents dans votre boîte. Les salaires, c'est le grand écart. Les développeurs ne sont pas les gens les moins bien lotis de la boîte dans laquelle vous travaillez. C'est à peu près certain. Donc, attention pendant les discussions. Si vous n'avez pas votre 10% annuel,
le 10% d'un développeur n'est pas le même 10% que la personne d'à côté. Et en plus, les modes et les niveaux de rémunération sont différents d'une équipe à une autre. Il y a plein d'équipes qui sont rémunérées à l'objectif. Une équipe commerciale, souvent, elle a des grosses primes sur les ventes et les objectifs, avec un fixe qui est plus faible. Il faut en parler, ça fait partie des logiques métiers et des politiques d'équipe. C'est comme ça. Tout ça, ça suit un marché, mais le marché est différent pour chaque cœur de métier. Et en plus de ça, on a tous des motivations différentes au travail. Et c'est OK ça. Le bonheur au travail, c'est l'équilibre de beaucoup de choses. Il y a plein de personnes qui se sont penchées sur le sujet. Sur Lille, il y a une boîte de recrutement qui s'appelle Wheel of Dev. Petite pensée pour eux, je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Mais en fait, ils questionnent beaucoup sur ce sujet-là. Ils interrogent des gens, ils disent vous, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail et on voit bien que ce n'est pas un truc qui est évident. L'argent, ça peut être votre priorité à un instant T de votre vie. C'est évident, vous achetez une maison, vous devenez parent ou ce que vous voulez, vous avez besoin d'argent et c'est vraiment cool. Et en fait, peut-être que vous êtes dans une boîte qui ne répondra pas à ces attentes-là, à cet instant-là, à ce moment de votre vie. Et il faut accepter ça, que ce soit pour les collègues ou pour vous, il faut aussi faire le deuil de ça et dire je vais essayer de trouver un job qui me rend heureux et qui répond à mes attentes. Et c'est comme ça. Et plus tu es serein avec ça, et en fait, plus ça passe crème. Alors, quelques chiffres sur les salaires. Il y a 3 notions. Je ne sais pas si ça va marcher ça. Non, ça va pas. Si. L'axe là, c'est votre salaire brut. Donc c'est ce que vous allez demander en salaire en général. J'ai envie d'être payé 50 000 euros par an. Donc 50 000 euros par an, ce que le graphique dit, c'est que vous allez avoir 39 388 € net dans la poche. Mais par contre, vous allez coûter 67 833 € par an à votre employeur. Bon, alors, c'est très clair. Quand vous allez voir votre employeur et que vous lui dites « Salut, je ne veux plus être à 50, je veux être à 55 », lui, il voit que son coût passe de 67 000 à 77 000. Donc vous demandez 5 000 € et lui, ça lui coûte 10 000 € en plus. Mais c'est des chiffres, je ne comprends pas qu'on n'en ait jamais parlé en fait, parce que quand je fais un entretien annuel avec mon manager, moi, j'ai jamais parlé de coût employeur, quoi. Et pourtant, en fait, dans une logique de petite équipe et on doit être rentable et tout ça, c'est le coût employeur, c'est les charges de l'entreprise, une fois de plus, hein, c'est ce que vous coûtez à la boîte. Donc c'est aussi important de se rendre compte de ces ordres de grandeur-là. Il y a un gap de 10 000 à cet endroit-là, d'ailleurs, que je ne m'explique pas vraiment. Je pense qu'on passe un cap et c'est un peu les mystères des salaires. Si vous vous dites, ma situation est précaire, travaillons avec des prestataires parce que je n'ai pas envie d'embaucher de CDI, pour moi, c'est un mauvais calcul. Un petit calcul très simple, si vous avez une simple squad de 5 personnes à 50 000 €, donc, ce qui est déjà un salaire correct, ça va coûter 335 000 € par an de dépenses ou d'investissement, dépenses, investissement, vous choisissez le terme qui vous arrange, à l'entreprise. Si vous embauchez une squad de 5 prestataires à 500 € par jour sur 200 jours travaillés par l'année, ça va vous coûter 500 000 € par an. Donc en fait, vous passez 5 prestataires, c'est 500 000 €, 5 personnes en CDI, c'est 335 000 €. Il y a quand même plus de 160 000 € d'écart à l'année entre une équipe de prestataires et une équipe de personnes que vous avez embauchées en CDI. Donc je suis désolé parce que peut-être que je sais que 80% des sponsors de la journée sont des sociétés de prestations, mais il y a une réalité financière qui est que juste d'un point de vue tarifaire dans une boîte, embaucher des gens tout simplement, quoi. On cherche simplement à gagner plus d'argent à court moyen terme que ce qu'on en dépense. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec des prestataires, mais plutôt essayer de travailler avec la bonne personne qui vous apporte les bonnes compétences et qui saura vous amener à vos objectifs le plus vite possible. Donc je reprends mon petit schéma. On a un modèle qui était celui-là, qui était le modèle donc, des fameuses scale-up. Il y en a eu pas mal en France, là, comme je vous ai dit, 2021-2022. On dit qu'on investit beaucoup après une levée, ça revient souvent à essayer d'embaucher plein de personnes. Vous savez
que embaucher, c'est galère. Franchement, c'est dur d'embaucher. Vous contactez plein de personnes, vous prenez des vents, parce que pour X raisons, la personne elle est bien dans son job et c'est cool, ou alors elle demande des salaires de fou. Et en fait, c'est la clé. Toutes les boîtes qui ont eu ces dernières années besoin d'investir beaucoup pour grossir leurs équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait pour embaucher? Elles ont payé des gens très très chers avec des salaires hyper hauts. Nous, on s'est fait débaucher plusieurs personnes dans la boîte qui, à prix d'or, on ne pouvait pas s'aligner. Les salaires, ils passaient de 50 à 80 d'un coup. Genre, bah, félicitations, gars, et vas-y, quoi. Et, euh, et c'est des boîtes qui ont fait le pari d'avoir besoin de 100, 200, 300 développeurs d'un coup, à des prix qui n'étaient pas toujours raisonnables, parce qu'ils ont cramé énormément d'argent très très vite, avec assez peu de monde. Et d'ailleurs, il y en a pas mal qui s'en mordent les doigts. Vous savez tout ce qui s'est passé aussi, même chez les GAFAM en début d'année, où il y a eu un renouvellement de personnel assez fort. Bah, c'est aussi un peu la conséquence de ce modèle économique. Alors si on ose dire que les salaires proposés ont cassé un peu le marché, il y a quelques remarques. Moi, je me suis pris pas mal de vannes sur Twitter. Euh, mais c'est normal, parce qu'on parle d'argent et c'est quelque chose qui passe pas toujours très bien. Alors, comment on s'en sort? L'une des clés dans l'entreprise, ça a été de construire une grille salariale qui est assez claire. À partir d'un certain nombre de salariés, vous allez voir ça assez souvent. C'est une façon d'assainir la relation entre les personnes. On sait combien tout le monde est payé en fonction de l'avancement et en fonction du chemin de carrière. Et donc en fait, l'objectif, à partir du moment où il y a une grille de salaire, ce n'est plus de négocier son salaire. Par contre, c'est de faire progresser la personne dans sa carrière, avec des objectifs qui sont plus clairs. J'ai mis en annexe pas mal de ressources. Il y a un article plutôt chouette de chez Alan, Alan qui est l'assurance de la mutuelle d'entreprise, qui est hyper transparente sur le sujet, où il parle de la façon dont ils ont mis en place une grille de salaire et de la politique RH chez eux. Il faut aussi être clair sur tous les arguments que vous avez chez vous. Le pourquoi de l'entreprise, il y a plein de gens pour qui c'est important. L'équilibre vie pro, vie perso, ça on en reparlera, mais ça fait aussi partie en fonction du moment le moment où vous en êtes dans votre vie. Vous n'avez peut-être pas tout votre temps à mettre dans votre boîte et dans votre emploi. Vous avez juste envie de choisir vos horaires de travail et d'aller chercher vos enfants à 16h30 à l'école. Et ça peut être aussi important. Et si votre entreprise elle vous fournit ça, bah, c'est un avantage. La progression et la notion d'impact que vous pouvez avoir. Alors l'impact, on en reparlera. C'est une notion que je trouve vraiment hyper importante. Donc on résume la situation dans laquelle on résume la situation. Mon entreprise dépense plus qu'elle ne gagne. On connaît ce discours. En fait, tout ce qu'on doit faire, c'est faire plus, mais avec moins. Une baisse des investissements, ça veut dire qu'il y a une taille d'équipe qui va être figée. Vous vouliez 3 collègues hyper forts, ben en fait non, vous serez que vous. Et ça, c'est à peu près sûr. Le produit doit faire gagner plus d'argent à l'entreprise. Et alors là, c'est là que vous devez commencer à tilter dans votre tête et dire, tiens, mais je développe pour que mon produit se vende et fasse gagner de l'argent de façon quantifiable. Ok, ben c'est nous, notre job de développeur, c'est de générer de la valeur avec ce qu'on développe, quoi. Et il faut avoir ça en tête. Développer une solution utile, donc valorisable financièrement. Et là, on va tomber sur un terme, encore un terme bingo LinkedIn, le product market fit. Alors c'est quoi le product market fit? C'est le saint graal de la startup. Le PMF, c'est la rencontre entre un produit et un marché. Ce sont les bonnes fonctionnalités pour les bonnes personnes. Si vous avez un alignement des planètes, c'est-à-dire le PMF, le Product Market Fit, votre produit doit marcher et doit se vendre. Il y a plus qu'une idée, il y a des gens qui sont prêts à payer pour acheter votre produit. Et en fait, nous, en tant que développeurs, on doit s'en préoccuper. Alors, il y a des indicateurs pour savoir si on est bien dans le bon PMF ou pas. Le premier indicateur, c'est que vous allez retrouver un petit peu partout, c'est le Net Promoter Score, le NPS. Le NPS, c'est un truc que vous voyez partout quand vous utilisez un logiciel. Il y a toujours un petit bandeau qui apparaît. Recommanderiez-vous cette application sur une note de 0 à 10? Et en fait, il faut savoir que le NPS, pour avoir une note positive, c'est au-dessus de 8. En dessous de 8, ça veut dire que vous n'êtes pas promoteur de l'application. Et donc, je pense que les gens qui ont créé le NPS n'étaient pas français.
C'est à peu près sûr. Et ce que ça veut dire, c'est que les utilisateurs, à chaque fois que vous affichez ce bandeau, ce qu'ils vont noter, c'est votre travail à vous, développeurs, quoi. Parce que c'est pas que du marketing, ce bandeau, c'est est-ce que cette application elle est chouette à utiliser? Est-ce qu'il y a des bugs? Est-ce qu'il y a des lenteurs? C'est-à-dire que même si je fais de l'infra et tout ça, ben, le NPS reflète un petit peu mon travail aussi, quoi. Est-ce qu'il y a un effet waouh quand j'utilise mon application? Vraiment, elle est canon, c'est top. Et c'est quand la dernière fois que vous vous êtes demandé à quel point ce que vous avez développé était apprécié par les utilisateurs? L'implémentation est aussi importante que les specs. Le deuxième indicateur d'un bon PMF, c'est la viralité. Le produit doit se propager de lui-même. Il en découle de la satisfaction. Mais pas que. L'application, elle peut être son propre ambassadeur. C'est un pattern souvent qui est peu apprécié par les développeurs. Par exemple, si je partage un tweet ou un X, ça amènera forcément le destinataire dans Twitter. Copier le lien, bah, c'est un lien qui amène l'application, qui amène l'utilisateur vers le lien Twitter. Je ne peux pas récupérer le contenu et le partager quelque part, quoi. Ça n'existe pas. Ça veut dire que l'application Twitter, elle est ambassadrice d'elle-même. Un troisième indicateur d'un bon PMF, c'est que vos utilisateurs ils font peu de demandes de modifications. Les fonctionnalités collent à l'usage. Alors là, quand on a ça, c'est souvent que les deux cercles se superposent, produit et marché. Attention à votre interprétation et au biais du développeur, parce que l'utilisateur, souvent, il va vous dire « Moi, j'ai besoin de télécharger mes données ». Et le développeur, il dit « Super, cette personne, elle veut un CSV ». Puis l'utilisateur, il dit « Non, 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 moi, je veux un Excel, c'est pas pareil ». Pensez utilisateur, pensez juste simplicité d'emploi et qui est cette personne en face de vous. C'est quelque chose qui est vraiment hyper important. Derrière ça, il y a la génération de revenus de ce que vous allez développer. Quelle est la valeur financière? Qu'est-ce que les gens sont prêts à payer pour le truc que je suis en train de développer avec mes mains? Donc vous dites, mais non, mais il y a des équipes marketing pour ça, je m'en fous. Mais en fait, non, vous en foutez pas, parce que quand vous êtes en train de développer une solution, aujourd'hui, on a un panel de solutions techniques qui est incroyable. On parle de scalabilité, de fou, de cloud, de service manager, de ce que vous voulez. On parle de FinOps aujourd'hui parce que prédire à l'avance combien va vous coûter votre infra cloud, bon courage pour tout le monde. Il y a des gens dont même c'est le métier maintenant d'essayer de faire ça et ils ne sont jamais sûrs de trop y arriver. Mais pour la peine, si vous essayez de faire une fonctionnalité qui va être facturée 10 € par mois à un client, combien est-ce qu'il vous faut de clients juste pour rembourser l'infra que vous allez mettre en œuvre pour faire cette dite fonctionnalité? Mais ça, c'est votre rôle en fait, quoi. Donc il y a une vraie discussion à avoir. Mettre en place des services de fou pour quelque chose qui a peu de valeur utilisateur, c'est juste à proscrire. Donc souciez-vous vraiment de ça. Donc si je résume, petite équipe, timing serré, produit complet, expérience utilisateur parfaite. C'est facile? Non. Il y a des choix à faire. Alors, est-ce que vous connaissez le triangle qualité-coût-délai? En fait, c'est un triangle où il faut choisir deux, et le troisième, on fait souvent la concession sur ce truc-là. Le truc, c'est que nous, comme on est dans un monde avec une contrainte financière assez forte, on sait déjà que le coût, on ne peut pas faire la contrainte. Donc, normalement, il faut faire une concession sur la qualité ou le délai. Un avis un petit peu controversé, c'est que je pense que la surqualité est quelque chose qui existe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de tests, je dis qu'il faut faire des tests sur des éléments clés. Je vous rappelle, vous êtes normalement dans une startup. Dans la startup, il y a une notion de prise de risque. La prise de risque, c'est aussi de ne pas tout tester, de foncer, de voir la valeur que vous générez auprès des utilisateurs. Et la surqualité est quelque chose qui peut vous mettre clairement dedans. C'est un avis assez personnel. Pour moi, la qualité, elle est aussi fortement liée à la complexité de ce que vous développez. Est-ce que votre solution est simple ou est-ce qu'elle est complexe? Est-ce que votre implémentation est simple ou est-ce que votre implémentation est complexe? Si vous êtes complexe, vous avez de fortes chances d'avoir des problèmes. Petit exemple, nous, en avril 2021, où on était vraiment dans une phase où on avait besoin de tester des nouvelles choses, on a mis sur le marché une solution qui était normalement à forte valeur ajoutée pour nos clients. On a pris des gros raccourcis. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le nombre de bugs exploser du jour au lendemain.
Et on a dû mettre en place des actions assez fortes, on va en parler après, pour réduire progressivement le nombre de bugs qu'on avait sur ces fonctionnalités. On a pris des risques, c'est le jeu. Concernant les délais, je vous encourage aussi à débattre avec le fonctionnel. Conserver une fonctionnalité pour qu'elle soit cool, pour qu'elle soit juste suffisante, sans aller trop loin. Elle ne sera jamais parfaite. Il faut, nous, devs, je trouve qu'on a on a une difficulté à faire le deuil du parfait. On a envie d'aller jusqu'au bout au bout de la fonctionnalité. Mais une fois qu'on a fait le deuil du parfait et qu'on se lance un petit peu, on gagne énormément en agilité. On a vraiment un rôle à jouer vis-à-vis de ça. Donc mon mantra, moi, c'est keep it simple, du pragmatisme. Il faut faire juste l'essentiel, à la fois dans la fonctionnalité et dans son implémentation. Et il faut être sûr d'avoir compris la finalité de la tâche. Je vous encourage aussi à jeter tout ce qui est inutile. Une fonctionnalité donc ça veut dire qu'il faut mesurer l'usage des fonctionnalités, mais une fonctionnalité que peut-être que vous, développeurs, vous l'aimez bien, peut-être que vos clients s'en foutent. En fait, jetez-la, quoi. Il y a une présentation de Estelle Landry sur la surcharge featurale il y a quelques années déjà, je crois, qui était vraiment chouette. Je vous encourage à la regarder et c'est pareil, une fois de plus, à faire le deuil de tous ces trucs que vous avez passé du temps à développer. C'est pas parce que vous avez passé du temps à développer que ça a de la valeur, en fait. C'est un peu triste, parce que vous adorez peut-être ce que vous avez fait, mais si ça sert à personne, autant le jeter. Au pire, c'est sur Git, quoi. Bon. C'est des concessions, mais n'oubliez pas que vous êtes pressé. Soyez impactant et pertinent. Et là, c'est pareil, truc de développeur qu'on ne fait jamais. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à un client qui utilise votre code? C'était quand? C'était quand la dernière fois que vous avez parlé de discovery? Donc la discovery, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est votre product owner, il va aller appeler des clients pour avoir son avis. Est-ce que vous en discutez de ça avec le PO? Et une fois de plus, la dernière fois que vous vous êtes posé la question de la valeur financière de ce que vous développez. On est plus que de la main-d'œuvre du fonctionnel, on a un avis pour accélérer les choses et donner la bonne valeur à la fonctionnalité. Et si vous n'aimez pas ce que vous développez, c'est déjà un premier signe que le client il va aussi trouver ça nul, quoi. Je vous encourage aussi à lire un article, une série d'articles de Hugo Lassiège, qui est quelqu'un qui travaille chez Malte et qui a un blog qui s'appelle Eventually Coding et qui a fait toute une série d'articles sur l'impact du développeur. C'est vraiment hyper intéressant. Nous, pour être pertinent et impactant, on a mis une politique en place où on va, avec tous les développeurs, on va sur les salons agricoles. On travaille dans l'agriculture, je parlerai après. On va rencontrer nos clients, on va dans les champs, on est un petit peu tout le temps à se challenger autour de ça, juste pour écouter nos clients et dire l'usage qu'ils ont de notre produit. Et en fait, c'est cool quand tu as des témoignages qui t'arrivent d'oreille à oreille à développeurs, mais en fait, l'entendre en direct, c'est vraiment différent. Nous, sur les salons agricoles, on a nos clients qui viennent nous voir et qui sortent de leur poche leur téléphone et qui disent « Ah, regarde, il faut que je vous montre sur l'application, j'adore ça, mais ça marche pas et tout. » Et quand on est nous-mêmes le propre développeur de l'application mobile et qu'on voit le client en face de nous parler de notre travail, ça a un impact qui est 10 000 fois supérieur à tous les témoignages que vous pourriez entendre de bouche à oreille, quoi. Donc allez à la rencontre de vos développeurs, de vos clients, pardon. Soyez une équipe efficace. L'efficacité, ça se mesure. Alors, je vais prendre des pincettes avec ça. On va parler de DORA Metrics. Donc les DORA Metrics, c'est les DevOps Research and Assessment. C'est le nom d'une entreprise dont le fondateur fait partie des personnes qui ont écrit le livre Accelerate. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une liste de métriques qui sont censées donc mesurer l'efficacité de votre équipe tech. Alors il y a des bas, il y a plein d'autres métriques, il y en a qui se sont rajoutés par-dessus ça pour les compléter. Il y a par exemple le Space, il y a eu un rapport il y a quelques semaines, de McKinsey aussi, le fameux cabinet de conseil, qui a revu tout ça pour donner son avis. Il faut faire hyper attention avec ces métriques-là. Les métriques, souvent il y aura la tentation d'avoir des métriques pour donner des objectifs aux équipes et dire bah tiens, tu auras une prime si tu atteins cet objectif. Alors pour les techs, je suis persuadé que c'est vraiment une mauvaise idée de faire ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Les métriques, ça donne des indications, ça nous permet de réagir en équipe. Par contre, avoir un objectif financier autour de ça. Un exemple, si vous objectivez quelqu'un en disant tu auras une prime, si le temps moyen de résolution des bugs passe en dessous de la journée, bah, évidemment que les gens ils vont résoudre les bugs à l'arrache et il y aura plus de problèmes qu'autre chose, quoi. Donc ne faites pas ça. Donc la première métrique, c'est le temps de restauration du service dans les DORA métriques. Par exemple, après une grosse panne, combien de temps vous mettez à récupérer votre service? Personnellement, moi, ce que je regarde, c'est le temps de clôture des tickets. Si vraiment il y a des tickets qui restent ouverts pendant des semaines, on essaye de réagir ensemble autour de ça. La deuxième métrique, c'est le délai de mise en production, le lead time. Ça ne prend pas en compte le temps de développement, par contre, ça prend en compte le temps de review, recettage et mise en production. Et on s'est rendu compte qu'une équipe efficace, c'était une équipe qui arrivait vraiment à réduire ce temps-là. Il faut qu'à partir du moment où vous avez fini de développer, je suis sûr que vous avez tous déjà eu une pull request qui est restée des semaines et des semaines en attente parce qu'on ne savait pas trop quoi en faire et que personne n'avait envie de la review. C'est un temps qu'il faut arriver à réduire aussi pour vous rendre efficace en tant qu'équipe. La fréquence de déploiement, est-ce que je mets souvent en prod? Je regarde le nombre de tickets ouverts aussi, mois par mois, le taux d'échec. Ça sert à rien de donner, je ne vais pas partager les chiffres de ma boîte, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'avoir une liste comme ça de métriques, de regarder l'évolution, et s'il y a un décrochage sur un truc, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans votre équipe. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait à notre échelle? Par exemple, nous, c'est un peu contre-intuitif, mais on a fusionné des équipes. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Conway. La loi de Conway, c'est une loi qui dit que votre code, à un moment, elle va ressembler à votre organisation d'équipe. Si vous avez une équipe, je ne sais pas, profil client et une équipe panier, il y aura sûrement du code qui gérera le profil client et du code qui va gérer le panier, quelque part. Et cette loi, en fait, il y a une loi qui s'appelle la loi de Conway inversée. Si vous avez envie d'influer sur l'architecture de votre code, l'une des manières de faire, c'est de remodeler les équipes pour que le code prenne l'architecture dont vous avez besoin. Nous, on avait donc une équipe hardware qui faisait un boîtier et une équipe software qui faisait le logiciel derrière. On a fusionné les deux pour faire juste une équipe produit, juste pour que les bases de code soient beaucoup plus cohérentes et que les équipes communiquent bien mieux les unes avec les autres. Le but, c'est vraiment d'amener du lien dans les équipes, que tout le monde se sente concerné par les problématiques hard ou soft chez nous. On a mis aussi en place des astreintes support. Donc ça, c'est pour lutter contre le bus factor. On essaie tous de faire du support, même sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. Si on n'a rien à faire, on améliore la doc, l'outillage interne ou ce que vous voulez. Le plus difficile pour les équipes en général, c'est de trouver le bon rythme. Faire une journée ou une demi-journée, des fois c'est trop court pour finir de résoudre quelque chose. On est frustré, puis on doit attendre la semaine d'après pour améliorer les choses. Peut-être que faire 5 jours, tu peux pas non plus te bloquer juste à faire du support pendant 5 jours parce qu'on t'attend sur quelque chose d'autre. Donc il faut trouver le bon rythme pour vous, quoi. Et nous, on a aussi mis en place du mob review. Alors le mob review, c'est quoi? C'est vraiment un gros investissement. C'est tous les jours, toute l'équipe se mobilise pour faire avancer les tâches des autres. Si on a fini de développer une tâche, il y a un petit sondage Slack qui dit à 11 h, est-ce que j'ai quelque chose à présenter au mob review? On met un pouce vers le haut et l'équipe se retrouve toute sur Meet et la personne présente sa tâche, fait une petite démo et présente son code et on est en capacité à lui faire des retours immédiats. Et la mob review, ça sert à ça. Alors vous allez dire, on ne peut pas faire ça à tous. On essaye et tous les gens qui sont dispo et se sentent concernés par le travail de l'autre, il y a au moins un temps dédié pour ça tous les jours. L'objectif, c'est de ne jamais faire stagner une tâche, de partager la connaissance et lutter contre le bus factor. Et lutter contre le phénomène aussi, j'attendais qu'on approuve ma PR pour que la PR avance, quoi. C'est ritualisé. Alors je remontre le compromis, les compromis qu'on doit prendre. J'ai parlé de prise de risque, de simplicité, mais il y a un coût humain à tout ça en fait. Ce triangle, pour moi, il se superpose parfaitement à ce que j'appelle le triangle du bien-être, ou le triangle du tiraillement. Nous, on a 3 équipes. On a l'équipe Customer Success, qui sont au contact des clients. On a l'équipe Sales, Marketing, qui sont là pour la vente. Et on a l'équipe Tech. Donc, Customer Success, ils veulent en permanence plus de qualité. Évidemment, ils veulent 0 bug, ils veulent que ça soit limpide et que l'expérience cliente elle soit géniale. Les Sales, ils veulent toujours la fonctionnalité qui manque, bizarrement.
Il dit, tu as développé un produit, mais moi je suis sûr que si tu développes ça, ça va nous ouvrir un marché de fou. Et puis tu développes ça et ça ne change pas grand-chose. Mais il y a une pression qui est permanente. Et puis les techs, vous êtes dans votre propre équipe, et les techs, ils veulent plus de tout. Ils veulent des équipes plus fournies, des plus gros salaires, des ordis, des plus gros serveurs, ils veulent travailler sur des technos cool. Et tout ça en milieu contraint financièrement. En fait, les problématiques de chacun, elles sont toujours assez exacerbées. Mais le bien-être, c'est comme le reste, en fait, ça se mesure. Je vous encourage, moi, à faire des petits sondages dans votre équipe. Est-ce que vous allez bien? Nous, tous les jours, on met un petit pouce. S'il y en a un qui met un nuage, ben, on s'en préoccupe. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Votre manager, il est aussi là pour prendre la température de chacun tous les mois. Ou tous les mois ou toutes les semaines, ça dépend quand est-ce que vous faites vos one-to-one. Et puis, il y a plein de formats d'équipe aussi pour prendre la température pendant les rétros d'équipe. Nous, on utilise par exemple le Squad Health Check. Il y a plein de critères et tout le monde vote en disant aujourd'hui, je me sens pas bien dans la qualité de, je sais pas, la documentation, je trouve qu'elle est nulle ou j'en sais rien. Faites attention à votre entourage, y compris à votre manager. Il y a des hauts et des bas. Personnellement, moi, je me suis arrêté plusieurs semaines pendant cette période-là, juste parce que la pression, elle était hyper forte de partout et ça n'allait pas. C'est ce qu'on peut appeler un burn-out, mais je mets des pincettes sur ce mot me concernant. J'avais juste besoin de souffler un coup. Mes collègues, ils ont juste dit bah, vas-y, va souffler, tu reviens plus tard et c'est cool. Et je les en remercie encore. Soyez objectifs, on a plein d'outils de mesure. Je vous ai parlé de mesurer tout ce que vous pouviez. Utilisez ces outils parce que l'un des pièges dans ces périodes de tension morale, c'est que vous allez être hyper engagé, passionné, mais en fait l'émotion, elle n'est jamais très bonne conseillère, quoi. Donc gardez vraiment beaucoup de distance avec ce que vous faites, avec votre travail. C'est une leçon personnelle. Moi, quand je suis revenu, je me suis dit, ok, le boulot, c'est le boulot. Je vais mesurer, je vais essayer de prendre des actions. Par contre, si quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, je ne vais pas le prendre à cœur. On va juste essayer d'être le plus objectif possible. Et puis, pour rester une start-up, il faut continuer à innover, à prendre des risques, à essayer des choses. Et en fait, ça peut être des opportunités d'épanouissement. On va donner du temps pour sortir la tête de l'eau, regarder ce qui se fait à côté. On va essayer de garder de l'énergie, toujours équilibre vie pro, vie perso. Faites du sport, changez vos horaires, faites des choses, quoi, des side projects. Et puis du temps récurrent de veille, de la liberté. C'est un investissement d'entreprise, mais à mon avis, c'est un investissement qui vous permet de garder embarqué toutes vos équipes avec vous. Le but de tout ça, c'est vraiment de diluer toute la pression. Il ne faut pas que toute la pression de ces contraintes financières s'abatte sur une seule personne. Et pour conclure, pas de bullet points, juste un petit rappel. Nous ne sommes pas des machines. La tech, c'est de l'humain. La seule façon d'y arriver et de faire de votre projet un succès, c'est que tout le monde se sente concerné par votre produit et la réussite de la boîte. Je travaille chez Carnot, on fait des logiciels une suite logicielle et des objets connectés pour les agriculteurs et les aider dans leur quotidien. Et j'ai des collègues super et impactants. Et on est rentable. Merci à tous.